Voilà, je vous l'ai dit, on va recevoir Bernard Mackandal, c'est l'auteur de cet ouvrage que vous ne connaissez peut-être pas encore, en tout cas en Guadeloupe je ne le connaissais pas, ça s'appelle Antilles-Guyanais colonie insulaire, essai pour une déconstruction coloniale, c'est le tome 2, avec la particularité c'est que le tome 2 paraît avant le tome 1. Alors le tome 1 sera en route, on reçoit Bernard Mackandal, bonjour. Bonjour. Vous êtes martiniquais, vous avez écrit cet ouvrage et vous êtes membre d'un groupe qu'on appelle l'Axe de la résistance Afro-Eurasie, c'est bien ça, de la pensée caribéenne. Avant d'écrire cet ouvrage, vous avez fait quoi? Avant d'écrire cet ouvrage, je pense que j'ai eu un itinéraire, disons, qui m'a inspiré d'abord à travers l'Afrique, où j'ai rencontré à l'époque, comment dirais-je, où les mouvements de libération étaient véritablement engagés. J'ai rencontré, je peux citer le fondateur du MPLA, M. Pinto Mario de Andrade, qui alors MPLA, il faut dire, c'est le mouvement populaire de libération de l'Angola. Hein? Oui, mouvement pour la libération d'Angola. J'ai rencontré aussi, toujours dans le cadre du lien avec Mario de Andrade, Amilcar Cabral, et je crois que... Du PAIGC. Oui, du PAIGC. Et ces rencontres m'ont beaucoup inspiré, parce que j'ai scruté aussi en Afrique une dynamique de confrontation. À l'époque, c'était entre le capitalisme et le communisme. Et les mouvements de libération étaient véritablement soutenus par l'URSS. Ils étaient très, très engagés dans la confrontation. Et donc, en tant que Martiniquais, je suis allé en Afrique comme... comment dirais-je, à la recherche justement de mes origines, des racines, et je me suis trouvé sur les traces de Frantz Fanon, hein, en Afrique du Nord. Et toute cette atmosphère tiers-mondiste, nationaliste m'a véritablement inspiré, et j'ai puisé des ressources pour réfléchir sur la réalité coloniale insulaire. Et en quelque sorte, j'ai écrit ce livre pour essayer de trouver d'autres chemins stratégiques pour faire face à cette réalité du colonialisme. Donc nous ne pensons pas imposer, mais suggérer d'autres chemins de réflexion, d'analyse, puisque effectivement nous sommes en fait prisonniers dans un carcan inextricable, etc., etc. Alors, il faut le dire, en ouvrant cet ouvrage et en le lisant, on s'aperçoit que vous êtes particulièrement critique à l'égard du mouvement nationaliste, d'ailleurs martiniquais, que ce soit Marie-Jeanne, que ce soit d'autres courants. Comment vous vous situez en Martinique même? Parce que aujourd'hui, la Martinique est dans une collectivité territoriale martiniquaise, CTM comme on l'appelle. Vous avez dénoncé ce que j'ai lu dans le bouquin, le chabinisme, en parlant d'Alfred Marie-Jeanne. Quel courant serait le plus proche du vôtre? Oui, je vais dire d'abord que nous sommes dans à notre avis, nous sommes dans une régression idéologique et régression politique, parce que un certain nombre de personnes, de nationalistes, qui au départ, depuis les années 70, étaient sur des questions fondamentales de libération nationale, des gens qui ont abjuré le marxisme-léninisme, qui ont abjuré le communisme, parce qu'effectivement, on s'est trouvé dans une impasse à cause de la chute de l'URSS, et qu'ils ont démérité en ce sens qu'ils n'ont pas été à la hauteur d'un effort de réflexion, comme par exemple nos camarades sud-américains qui se sont trouvés dans la même situation à Cuba, au Venezuela, Fidel Castro, Evo Morales, qui ont toujours garder leur foi marxiste, parce que le marxiste en lui-même propose des solutions. Vous pensez que, par exemple, le mouvement CNCP-APAL n'est plus marxiste? Non, je veux dire que, si vous voulez, il y a eu un choix qui a été fait, comment dirais-je, de rentrer dans une logique sociale réformiste par rapport à ce que nous appelons la colonisation ou l'occupation
l'occupation coloniale. Et c'est un facteur qui a désorienté les masses populaires, qui a désorienté le mouvement ouvrier, puisque effectivement, comment dirais-je, il y a eu un renoncement, et que l'effort dialectique que les Cubains, que les Vénézuéliens ont fait, qui leur ont permis de reconstituer, comment dirais-je, ce que j'appelle reconstituer, faire une réforme du mouvement anti-impérialiste en créant des conditions de renouveau pour la confrontation face à le nouvel ordre mondial, face à l'impérialisme. C'est-à-dire qu'ils ont créé l'axe de la résistance, et cet axe de la résistance est présent, soutient ses alliés, et cet axe de la résistance est à nos frontières, dans les Caraïbes et en Amérique latine. Donc il y a eu, nous pensons que c'est, comment dirais-je, c'est-à-dire nos intellectuels pro-européens, pro-occidentalisés, ils ont choisi de refuser qui étaient justement impliqués dans la confrontation entre le capitalisme et le communisme. Et ce qui a changé, c'est une confrontation entre l'Afrique, c'est-à-dire l'Orient, et l'impérialisme, pour des raisons idéologiques. Ils ont choisi une relation contractuelle avec le colonialisme français, et que par conséquent, quand les luttes syndicales, parce que véritablement le but de l'ouvrier, c'est de monter à l'assaut du capitalisme et de défaire l'hégémonie patronale pour prendre le pouvoir, eh bien tous ces objectifs se sont réduits à néant, et il y a eu finalement un vide du mouvement ouvrier pour entrer dans le dialogue social. Je vous repose la question. Aujourd'hui en Martinique, vous êtes proche d'aucun groupe? Oui, parce que on a en Martinique le Parti communiste martiniquais, il y a le PPM, il y a CNCP, il y a le Moudimas, il y a, enfin je ne vais pas tous les citer, il y a le GRS, il y a CNCP2, enfin etc. Enfin, nous sommes dans une logique de reconstruction syndicale et nationaliste. Syndicale mais pas politique. Oui, reconstruction syndicale et nationaliste, parce que, c'est-à-dire que nous appelons à travers des syndicalistes comme, je peux citer Pinto Hervé, qui est un membre de la CGTM Post et qui est un militant. Nous appelons à un nouveau syndical parce qu'il y a un certain nombre d'ouvriers, un certain nombre de militants qui sont mécontents. Et disons que au niveau politique, nous appelons aussi à une réorganisation du mouvement nationaliste, parce qu'il y a, comment dirais-je, un certain nombre de déçus, et que par conséquent ce livre vient à point nommé, puisque c'est une analyse sur la réalité sociale, culturelle, politique, qui nous a conduit à cette impasse du mouvement nationaliste, qui aujourd'hui collabore avec l'occupation, si je puis dire, comme par exemple il y avait au moment de l'occupation française des collaborateurs à l'occupant. Quel est votre objectif politique? Eh bien, notre objectif politique, c'est-à-dire de mener un travail de conscientisation des masses. Et ça passe aussi par une rééducation de l'élite. Oui, mais je parle de l'objectif final. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la Martinique, par exemple? Nous pensons que, comment dirais-je, l'assistanat, cette situation, c'est une situation sans lendemain, avec la réalité du chômage, avec, comment dirais-je, le sous-développement économique. Nous pensons que, effectivement, il y a une alternative. Premièrement, pour la libération nationale, ce qui va prendre des échéances peut-être à moyen, à long terme, nous pouvons penser 10 ans, mais il faut une alternative à l'assistanat, parce que aujourd'hui, les mouvements sur la place n'ont pas un programme
économique, en dehors de l'assistanat. Donc ce que nous proposons, c'est de réinventer une économie martiniquaise. Dans le système actuel? Non, dans le cadre de notre système, puisque nous sommes... Oui, mais alors, vous ne m'avez pas répondu. Je vous demandais quel est votre objectif final politiquement. C'est la libération nationale. Ah, la libération nationale. Et participer aux élections, est-ce que votre groupe envisage, par exemple, de participer aux élections qui se font en Martinique? Non, nous pensons que les élections, en fait, c'est-à-dire, c'est, comment dirais-je, un agenda qui, c'est comme un match de coupe qui emmène les Martiniquais à s'exclure, à se diviser, pour finalement appliquer un agenda de l'extérieur qui vient de Paris. Donc, ce que nous pensons, c'est qu'il faut former une nouvelle génération de cadres, de jeunes, de manière à ce que, c'est-à-dire, nous faisons allusion à la commune de Paris, oui. Réinvestir les communes et à partir des communes, faire un travail de conscientisation des masses. Parce que nous pensons que, comment dirais-je, dans le carcan colonial, beaucoup de maires considèrent, quand ils sont au pouvoir, considèrent la population comme leur, comment dirais-je, leur propriété. Par exemple, certains, et la plupart, ils empêchent des étudiants d'autres organisations de venir dans ces communes faire un travail de conscientisation dans la population parce qu'ils considèrent que toute action en ce sens est une action d'opposition politique. Donc alors, nous pensons qu'il faudra reprendre les communes et suivant le concept de la commune de Paris, générer une conscientisation pour former, donner une culture de gouvernement aux travailleurs, aux masses, de sorte qu'ils soient conscients. Parce que nous opposons la culture de domesticité de nos élites qui acceptent une réalité, comment dirais-je, d'assujettissement et une réalité de collaboration à une culture de gouvernement qui impose une réflexion, une prise de conscience pour justement, comment dirais-je, sortir de cette situation. Donc nous opposons la culture de domesticité des élites à la culture de gouvernement par un travail de conscientisation que nous voulons inculquer dans les couches des opprimés, des travailleurs, des déshérités, de sorte qu'ils soient conscients de la réalité et pour sortir un petit peu de ce que nous appelons la pensée unique. D'accord. Alors, deux dernières questions. Alors, j'ai vu dans votre ouvrage qu'il y avait un épisode où vous confrontiez à M. Confiant sur la question du négrisme et du noirisme. Est-ce que vous acceptez l'étiquette de noiriste, comme c'est écrit dans le bouquin, à un moment donné, on vous traite de noiriste? Est-ce que c'est ça, votre idéologie? Oui, c'est-à-dire que à travers, depuis l'effondrement de l'URSS et puis le vide du mouvement ouvrier, nous avons constaté que, comment dirais-je, les oligarchies et ce qu'on appelle les laboratoires de manipulation, ils ont créé différents courants. Par exemple, l'écologie, on peut pas vraiment parler de l'écologie sans une option de libération nationale, parce que la libération nationale passe avant l'écologie. C'est-à-dire, il y a des courants racialistes qui ont essayé de réoccuper le vide du mouvement ouvrier pour estomper la confrontation, la confrontation par rapport au capitalisme. Et derrière ces mouvements racialistes, il y a une volonté de, comment dirais-je, d'évacuer la contradiction fondamentale qui existe entre le peuple et la domination capitaliste. Et en ce sens, ce qui justifiait la présence du mouvement ouvrier
pour monter à l'assaut du capitalisme et pour mettre à bas le système des oligarchies foncières dans les béquets et tout, eh bien ça a été remplacé par des courants racialistes complètement folkloriques et qui n'ont pas réellement un système économique, quelque chose de concret à proposer, sinon à défaire le socle du patriotisme. C'est un ciment qui a été créé de par la tolérance de notre peuple, qui est une composante de différentes communautés où les Noirs sont vraiment majoritaires, mais qui acceptent les Indiens, qui acceptent, comment dirais-je, toute autre race. C'est pour ça que nous avons inventé le mot afrogénère, qui inclut non seulement les nègres qui ont des revendications fondamentales, mais tous ceux qui constituent le ciment sociétal. Et justement, la manœuvre d'évacuer la lutte anticapitaliste, c'est pour essayer de créer des divisions, pour casser le ciment patriotique et complètement, comment dirais-je, démanteler, comment dirais-je, cette unité nationale qui est fondamentale pour, comment dirais-je, l'action que notre peuple doit mener pour s'unir et pour finalement être une force et représenter véritablement un rapport de force face à la domination coloniale et impérialiste. Alors, un dernier mot très rapidement, il est 13h16. Est-ce que sur la question du créole, parce que j'ai vu que vous avez une position particulière sur la question du créole, comment vous jugez, enfin vous vous situez sur cette question aujourd'hui qui est quand même importante dans le mouvement nationaliste? Oui, la question du créole est fondamentale parce que le créole, c'est en quelque sorte la langue nationale composite d'idiomes africains, amérindiens et tout. Et nous reconnaissons que les créolitistes ont fait un travail louable en ce sens, puisqu'ils ont fait des efforts de recherche pour codifier le créole, la grammaire. Et vous êtes d'accord avec ça au moins? Oui, absolument, absolument. D'accord. Ok. Oui. Bon, mais écoutez, je vous remercie d'être venu. Alors, vous précisez que le tome 1... Oui, le tome 1, c'est en fait la synthèse des 7 tomes, parce qu'il y a 7 tomes. Oui. Et donc, Sciences politiques Bocaille, c'est une école de sciences politiques, je dis, c'est-à-dire la science politique s'apprend à l'ENA et à Saint-Cyr, à l'école de guerre. Nous avons voulu domicilier, domicilier la science politique par rapport aux problématiques antillo-guyanaises et insulaires. D'accord, mais écoutez, Bernard Macandal, je vous remercie d'être venu. Oui. Vous êtes venu en Martinique, en Guyane, en France et en Guadeloupe. Et puis, j'espère que les gens auront cet ouvrage. Il est disponible. Oui, le livre sera distribué dans un certain nombre de grandes librairies, pour ne pas les nommer, en Guadeloupe, oui, et aussi en Martinique. Mais dans notre démarche, nous voulons créer des espaces de liberté. Donc, par conséquent, nous avons d'autres stratégies de diffusion du livre, parce que nous avons vu que le livre de Davidas, Pierre Davidas, parce que nous sommes aussi davidassiens et fanoniens, eh bien, Davidas a eu un procès à cause de son livre « Ce que je dis du sionisme », et que M. Badinter avait ordonné de casser M. Davidas, et son livre a été acheté massivement en librairie et pour le faire disparaître. Donc, nous pensons que c'est possible aussi par rapport à ce pavé dans la mare, qui est pour nous une bonne nouvelle. Hein. C'est le science politique, c'est Kala, c'est Tamboua, c'est aussi comment dire, Fos Obia, c'est-à-dire Negmaon. C'est une dynamique de marronnage. Eh bien, on a bien compris. Oui. En tout cas, merci d'être venu. On continue tout de suite alors qu'il est 13h19 et qu'on a le hashtag ZCL, bien sûr. On va y penser désormais, Mendy, et vous continuez le journal.